Aimables téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine Carnet de développement. Nous poursuivons notre thème, les conséquences de la pandémie de coronavirus sur le développement de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que la pandémie de coronavirus est à la base de la crise sanitaire mondiale et la RDC n'est pas épargnée à cette catastrophe. Il y a ici dans notre pays la crise économique, il y a la crise sanitaire, il y a aussi la crise sociale. Au regard de toutes ces considérations, la population survit malgré la crise parce qu'elle s'est adaptée. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'adaptation de la population en période de Covid-19. Nous allons aborder ces sujets avec Madame Faïda Zahabou. Madame Faïda, bienvenue au plateau des carnets de développement. Merci Madame. Nous allons recevoir Madame Faïda en sa qualité de citoyenne congolaise et en sa qualité de mère des familles. Madame Faïda est gestionnaire des connaissances à l'Agence congolaise des grands travaux. Elle fut secrétaire du directeur général adjoint. Elle fut également secrétaire de direction à la direction des services généraux et à la direction administrative et juridique. Elle fut aussi assistante sociale, toujours à l'Agence congolaise des grands travaux. Madame Faïda, à la présentation, nous venons de dire que vous êtes gestionnaire des connaissances à l'Agence congolaise des grands travaux, en sigle ACGT. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de la mission d'un gestionnaire des connaissances à l'ACGT, car cette fonction est méconnue du grand public? Merci beaucoup Madame. D'abord, je vous remercie pour cette invitation qui me permet de partager mes points de vue, mes expériences et tout ce que j'ai pu acquérir avec tous ces grands publics. Et donc, je vous remercie. Pour revenir à votre question, le gestionnaire de connaissances, en tout cas, ce sont de nouvelles fonctions. Ce sont des fonctions qui sont vraiment méconnues. Mais à l'Agence congolaise de grands travaux, qui est une société de prestations intellectuelles, il a été relevé que les intellectuels ont besoin de canaliser leurs innovations. Ils ont besoin d'être orientés par tout ce qu'ils sont en train de réfléchir du jour au jour dans leurs innovations. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le directeur général de notre entreprise, M. Charles Meda Ilunga Mwamba, m'a chargé d'être gestionnaire de connaissances. Et donc, mon travail consiste au fait à collecter toutes les données intellectuelles, à les orienter, à les exploiter, à les analyser. Et donc, chaque jour, ce qui se passe, c'est que moi-même aussi, je fais un travail de fond. Donc, j'essaye, et comme je suis aussi sociologue de formation, et j'ai eu plusieurs notions, j'ai commencé en tant que communicologue, et donc, je sais voir en tout un chacun de tous ces corps-là qui constituent les agents, le cadre de l'Agence congolaise de grands travaux, les atouts de tout un chacun, pour ensemble voir et exploiter en chacun, pour que chacun de nous puisse donner le meilleur de soi, les orienter, en fait canaliser et stocker toutes ces connaissances-là en vue d'apporter les solutions qui posent encore problème à l'Agence congolaise de grands travaux en court terme, à moyen terme et à long terme. Oui, Madame Faïda, vous maîtrisez votre secteur. Par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, nous parlons de l'adaptation de la population congolaise en période de Covid-19. Est-ce que vous avez une idée sur la terminologie de la population? Selon vous, la population, c'est quoi, Madame Faïda? La population, si nous lisons la littérature, si nous voyons le terme quand les uns les autres l'utilisent, nous pouvons dire que la population, c'est l'ensemble d'individus physiquement qui occupent un territoire national, temporairement ou durablement. Donc c'est ça la définition que nous pouvons donner aujourd'hui, que nous optons, que nous embrassons pour définir la population. Est-ce que quand on parle du peuple, est-ce qu'on peut dire que la terminologie population
et le peuple, y a-t-il une différence ou bien il y a une nuance? Bon, il y a dans d'autres, il y a des cas où on peut utiliser ça comme synonyme. Mais il y a quand même des nuances. Parce que comme nous venons de le définir, la population comme l'ensemble des personnes physiques occupant un territoire national, on peut désigner le peuple comme la communauté au sein duquel appartient ces communautés dans cette population-là. Mais c'est souvent utilisé dans des cadres plus politiques. Donc c'est plus les politiques qui aiment plus utiliser le mot peuple. C'est ça la différence. Donc la nuance, c'est plus ça. C'est souvent un terme plus politique, démographique. Madame Faïda, dans le cadre de la crise, parce que nous parlons de la crise sanitaire qui est mondiale, et puis notre pays, la RDC, n'est pas épargné de cette crise. Dans le cadre de la crise, dans ce contexte-là, l'État vient au secours de la population. Maintenant, quand l'État n'a pas de ressources nécessaires pour secourir sa population, dans ce cas-là, quelle deviendra la population? Bon, la population congolaise, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de revendications aussi, tout simplement parce que notre État n'arrive pas à s'organiser. On a tout ce qu'il faut pour arriver à prendre soin de la population. Là, je parle de la classe dirigeante. En tout cas, il y a tous les atouts. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de manque de ressources dans notre pays. Nous savons sur quelle terre nous habitons. Nous savons tout ce qu'il y a comme ressources dans ces pays. Donc, nous ne pouvons pas dire que l'État congolais va manquer de ressources. C'est juste un manque d'organisation. Et que fera la population dans ces cas-là? C'est ce que nous vivons aussi. La population est en train de vivoter. La population est en train de se débrouiller. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous voyons la création de beaucoup de choses comme les enfants de la rue, les chégués, les koulouna, ainsi de suite. Tout simplement parce qu'il n'y a personne qui sait prendre soin de cette population abandonnée à sa triste sort. Donc, la population, mais aujourd'hui, moi, comme je parle là, je conscientise la population. C'est vrai qu'il y a des problèmes, il y a des crises, il y a de ceci, il y a de cela, mais nous devons nous prendre en charge, comme disait Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ne croisons pas le main pour dire que nous attendons que le gouvernement vienne nous aider. Nous ne pouvons pas avancer si nous ne commençons pas quelque chose. Il y a beaucoup d'initiatives à prendre. Il y a même la terre à cultiver. Toute la RDC, nos terres sont arables. Faisons du champ. Faisons quelque chose pour vivre. N'attendons pas, ne croisons pas les bras pour demander, vous jetez les saletés devant la porte de vos maisons pour dire, nous attendons les gouvernements. Prenons des initiatives en communauté, ensemble. Ensemble, tenons-nous là. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Qu'est-ce qui est possible avec le peu que nous avons, nous pouvons commencer? Je crois que c'est par là que nous vaincrons toute cette difficulté de cette pandémie. Mais dire que nous devons attendre quelque chose, même si c'est vraiment notre droit, c'est dormir debout. Nous devons continuer à travailler, nous devons continuer à initier des choses pour avancer. Oui, madame, vous appelez la population à prendre des initiatives, mais nous savons qu'il y a des initiatives à prendre dans des structures, ensemble avec les autres. Est-ce qu'ici, dans notre pays, il y a des mécanismes ou bien des structures qui sont là pour prendre en charge la population en crise ou en difficulté? En tout cas, madame, nous vivons avec vous dans ces pays. Et toute la population est là, il n'y a aucune structure. Il n'y a aucune structure aujourd'hui qui, quand quelqu'un a un problème, il peut aller se présenter pour trouver une solution. Nous voyons ailleurs ce qui se passe. Il y a des mutuelles de santé, il y a des coopératives où on peut vous aider. Mais il y a quand même des initiatives aujourd'hui, nous voyons avec la première dame, l'initiative comme la lutte contre la drépanocytose qu'on est en train d'aider. Mais une seule personne peut arriver, cette structure-là peut arriver à prendre tous ces enfants-là à charge pour les aider. C'est une initiative louable. Mais moi, je crois que les structures étatiques, gérées par l'État congolais, bien structurées, peuvent aider beaucoup de choses à avancer dans ces pays. Les êtres humains ne manquent pas. Les moyens ne manquent pas. Donc, il faut aujourd'hui que nous puissions prendre conscience de cela. Pendant cette période de crise, parce que la crise est mondiale, vous connaissez ça très bien, mais ailleurs, nous voyons qu'il y a des réserves stratégiques, les États, sous d'autres cieux,
sont venus pour appuyer la population. Mais ici, chez nous, en RDC, il y a aussi un service de l'État dénommé réserve stratégique. Est-ce que vous sentez vraiment, en tant que population, vous sentez vraiment l'appui de ces services de l'État ici chez nous? Personnellement, ce n'est pas être négativiste, mais nous ne voyons pas l'apport. Nous ne sentons pas l'impact de ces services-là. Nous savons que ces services-là dépendent directement de la présidence de la République. Moi, je crois aujourd'hui, nous devons aussi faire quand même des rénovations. Je crois pour moi, à mon humble avis, que ces services-là peuvent être gérés même par les ministères des Affaires sociales ou humanitaires, ainsi de suite. Ça peut aussi aider. Ces services-là, on ne le sent pas. On entend seulement qu'on a un service de réserve stratégique, mais on ne voit pas. Même avec tout ce qu'il y a comme manque de la nourriture, on importe des chinchards par-ci, par-là. Moi, je crois que ces services-là devaient faire ce travail-là. Nous avons de lacs ici. Nous avons de fleuves où le poisson meurt par vieillesse. Vous trouvez ça normal? Et nous mangeons des histoires que nous ne savons même pas comment est-ce que c'est conservé. Nous ne savons pas. Dans quelles conditions on nous amène toutes ces nourritures-là? Nous ne savons pas. Et donc, aujourd'hui, nous devons réorganiser ces services-là parce qu'aujourd'hui, il y a Covid-19, il y a cette pandémie-là. Demain, nous ne savons pas. Cette pandémie nous a montré les niveaux de l'économie de ces pays. Nous sommes encore trop loin. Mais nous avons tout dans ces pays. Nous avons tout. Les poissons, nous avons tout. Les terres arables, nous avons tout. Mais nous ne savons pas nous organiser tout simplement parce que chacun de nous ne regarde que ses intérêts personnels. Ça, c'est dommage. Madame Faïda, vous dites que vous n'avez pas senti l'appui de l'État pendant cette période de crise, alors que l'eau, l'électricité, pendant 2 mois, on vous a offert la gratuité par l'État congolais, l'impôt sur les revenus professionnels. Là. Pendant 1 mois, on a donné un forfait à tous les fonctionnaires de l'État. Il y a même un problème là des gels des loyers. On a demandé même aux bailleurs de ne pas déranger les locataires parce qu'on est en période de crise. Mais comment vous, la population congolaise, vous ne sentez pas que l'État congolais aussi, d'une manière ou d'une autre, appuie la population pendant cette période de crise? Merci beaucoup, madame, pour cette question. En tout cas, quand on analyse, au début, quand on a lancé, on a demandé à la Régie des eaux, à la SNEL, de ne pas facturer la consommation d'eau pendant ces 2 mois-là. Nous avons tous applaudi. Mais je vous dis aujourd'hui, les factures qui sont venues pour le mois de juin, vous allez voir que les factures sont multipliées par 3. Donc aujourd'hui, la Régie des eaux, la SNEL, essaye de récupérer les 2 mois-là. Abandonne. Je vous assure, la Régie des eaux essaye de récupérer les 2 mois que le chef de l'État a décrété gratuits. Donc, il y a quand même des mesures que nous prenons. Il n'y avait pas gratuité, c'est ça? Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de gratuité. Je suis en train d'analyser le fait. Je suis en train d'analyser le fait sans pour autant indexer. Et cette analyse, chacun de nous va tirer les conséquences et il va dire ce qui se passe. Parce que le plus important, ce n'est pas de donner des ordres, mais les mesures qui suivent. Les mesures d'accompagnement. Quelles sont les mesures d'accompagnement? Quand vous demandez à un bailleur de ne pas suivre le locataire, l'État congolais a combien de maisons ici? Peut-être quelques maisons à la Fikine, peut-être quelques maisons de l'INSS à la Gombe, quelques maisons. Mais vous ne pouvez pas demander, il y a des gens qui investissent dans leur maison. Il met sa maison là-bas en location et vous lui dites, lui il doit manger, il doit vivre. Vous lui dites de geler, vous lui dites d'attendre. Et vous n'appuyez pas cette personne-là. Moi, je crois que ça, c'est... Vous prenez des mesures pour l'intérêt de l'État congolais, pas pour l'intérêt des individus. Pour l'État de la population, non. Personne ne pense à la population. Les gens pensent à leur confort. Parce que les mesures d'accompagnement n'existent pas. Donc, les services ne suivent pas. Donc, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas senti. Personnellement, je n'ai pas senti l'accompagnement du gouvernement pendant ces temps. Parce qu'aujourd'hui, même tout ça, nous voyons. Dernièrement, je suis passé, j'ai vu de médecins qui se sont sacrifiés avec cette pandémie pour travailler contre l'équipe de riposte. Vous-même, vous luttez contre cette pandémie en tant que médecin, en tant que le personnel qui doit travailler pour les ripostes. Vous ne respectez pas. J'ai vu le médecin s'asseoir là-bas. Il y a des gens qui ont enlevé leur masque. Nous, ici au plateau, nous respectons le 1 mètre.
C'est comme ça que nous avons mis nos masques à côté. Avant de venir au plateau, nous avons lavé nos mains avec le gel hydroalcoolique. Tout ça, ça montre à la population que les gens prennent les choses au sérieux. Et donc, pour terminer pour cette question, madame, je n'ai pas senti l'accompagnement. Il y a des améliorations à faire. Je crois qu'il y a beaucoup de volonté, mais nous devons vraiment être pratiques. Nous devons faire des choses et éviter des slogans. Nous devons nous faire sentir sur le terrain par rapport à tout ce que nous disons, au lieu de faire de longs discours qui n'aboutissent à rien. Nous poursuivons notre émission en disant que le chef de l'État, à un certain moment, quand on a déclaré la pandémie du coronavirus dans notre pays, le président de la République a décrété l'état d'urgence et puis les autorités du pays, pour accompagner la démarche du président de la République, ont imposé quelques mesures drastiques à cet effet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces mesures? Oui, il y a des mesures qu'on a vues, mais il y a aussi actuellement, il y a aussi un grand relâchement. On a vu, par exemple, pour le nombre de motos, on demande un seul client avec le Wewa, comme on aime bien appeler à Kinshasa, 2 personnes au moins. Dans le taxi, les chauffeurs plus les clients, 4 personnes. Et nous avons vu pour le minibus 10 personnes, les Transco, ainsi de suite. Mais les gens, quand ils le font juste par peur des roulages. Ce qui ne devrait pas être le cas. Les gens devraient d'abord respecter ces mesures-là pour eux-mêmes, pour se protéger. Et ce travail-là doit être fait au niveau des autorités, sensibiliser les agents. Moi, j'ai vu de taximens, de chauffeurs prendre des routes secondaires. Les autorités les font, Madame Faïda. Les autorités sensibilisent la population à cet effet. Bon, la sensibilisation, je ne sais pas. Il y a une sensibilisation, mais il faut encore faire plus. Il faut encore faire plus. Parce que ce n'est pas le fait de dire que les autorités font la sensibilisation. Le problème, c'est le résultat. Quel est le résultat sur le terrain? C'est ça, c'est ce que nous allons évaluer. Vous pouvez me dire que vous avez sensibilisé du matin au soir. Mais quels sont les mots que vous avez utilisés? Quels sont les faits? Quelle importance vous accordez à cette sensibilisation-là? Quelles sont les personnes que vous mettez dans cette sensibilisation? Quelles sont les informations que vous donnez à la population? Il y a trop de contradictions, même par rapport à cette pandémie. Et tout ça aujourd'hui, il faut un grand travail, un travail de fond pour que la population puisse vraiment comprendre, pour que cette sensibilisation ait vraiment des effets. Mais quand vous descendez sur le terrain, vous comprendrez avec moi, et là, il n'y a même pas de discussion à faire, que la population doute toujours de cette maladie-là. Vous êtes personnel de la communication. On peut utiliser des journalistes attitrés qui peuvent faire ce travail-là. Vous le travaillez dans un laboratoire, vous dites quels sont les termes qu'on peut utiliser pour cette population. Une population de Kinshasa, quels sont les termes, quelles sont les personnes qu'on peut utiliser pour communiquer par rapport à ça. Tout ça, ça doit être étudié et travaillé, afin que nous voyons les résultats qu'il faut sur le terrain. C'est tout ce que nous avons besoin. En tout cas, les mesures drastiques qu'on a prises par-ci, par-là, pour le moment, quand vous marchez à la rue, vous voyez les gens porter les masques là, au menton. Dans mon entreprise, j'ai aussi apporté un plus par rapport à ce que je fais. Je plus activer, je plus encourager le rencontre dès le début déjà, quand on n'avait même pas encore annoncé un cas en RDC, on a eu de grandes réunions de réflexion pour réfléchir autour de ces sujets qui étaient le Covid-19. Il y a même certaines personnes qui ont pensé que j'exagérais à cette époque-là déjà. Or, je voyais déjà, je suis né à Kinshasa. Je connais comment les Kinois se comportent. Je connais comment nous vivons notre vie de chaque jour. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'à ce niveau de débat, qu'est-ce que vous nous dites? Est-ce que vous confirmez ou vous ne confirmez pas qu'il y a eu quand même adaptation de la population? Parce que la crise est arrivée brusquement, mais au moins on voit des populations s'adapter dans une autre vie qui n'était pas leur vie avant la crise. Est-ce que vous ne confirmez qu'il y a quand même adaptation? Bon, l'adaptation, je ne sais pas si c'est vraiment les termes qu'il faut employer. Bien peut-être dans d'autres secteurs, si peut-être par rapport aux mesures drastiques qu'on avait imposées, il n'y a pas, les populations ne s'est pas
soumise, oui, mais peut-être dans d'autres secteurs, la population s'est quand même adaptée parce qu'on voit même même si les gens ne veulent pas peut-être porter des masques, mais quand même on voit des couturiers, des couturières, des masques qui se sont improvisés parce qu'il y en avait pas avant. Il y avait des couturiers qui faisaient autre chose, mais actuellement on voit des gens qui fait la confection de masques juste pour peut-être gagner la vie parce qu'il y a la crise dans le pays. On peut dire peut-être dans un autre sens qu'il y a quand même il y a eu adaptation de la population. Bon, parler de l'adaptation, je trouve ça, si j'accepte ça, je trouve ça, c'était un raisonnement un peu trop simpliste. La population congolaise ou quinoise, c'est une population qui est vraiment très complexe. Mais parler de cette adaptation pendant ces temps, c'est très compliqué. Parce que aujourd'hui, même les taux de criminalité, les taux de koulouna, si tu rentres dans des quartiers, vous allez voir que c'est vraiment élevé. Mais il y a quand même quelques individus, comme on vient de citer avec vous, là, vous avez cité les couturiers qui se sont adaptés avec de la confection de masques. On nous montre même comment faire les savons liquides. Les savons liquides ici. J'ai vu des dames qui récoltent de bouteilles déjà usagées, déjà utilisées pour mélanger du savon en dur et du savon en poussière, mettre un peu de l'eau chaude et faire du savon. Donc les gens quand même cherchent à s'en sortir, ne fût-ce que pour que la famille trouve quelque chose à manger. Mais appeler ça adaptation, en tout cas moi, connaissant mon pays, connaissant les richesses de ces pays, j'attends beaucoup de nos autorités. Et j'ai toujours été très exigeante, non seulement envers les autres, mais envers moi-même aussi. Et donc, cette situation, personne ne s'est adapté. Il n'y a aucune personne qui s'est adaptée. On essaie juste de vivoter. On essaie juste de ne pas mourir. Et donc, par là, chacun de nous crée, tant soit peu, quelque chose pour vivre. Pour vivre. Pour essayer de continuer à espérer que demain, nous serons dans un Congo plus beau qu'avant, comme nous l'avons toujours promis dans notre hymne national. On vous a reçu sur ce plateau en qualité des citoyennes congolaises et puis mères de famille. Nous voulons savoir à ce niveau de débat, qu'est-ce qui a été votre occupation pendant cette période de la crise, parce que vous êtes une femme professionnelle, vous travaillez, mais il y a eu des services minimums dans les entreprises, les fonctionnaires ne travaillaient pas comme il faut. Qu'est-ce qui a été votre occupation pendant cette période de crise ou bien de confinement? Merci beaucoup, madame. Moi, je crois que ce moment, c'est vrai que la Covid n'est pas une très bonne chose. J'ai travaillé au moins du jour au lendemain, chaque jour, sauf le samedi, pendant au moins 11 ans de vie professionnelle. Et ce temps pour moi a été vraiment plus ou moins bénéfique parce que j'ai vraiment travaillé plus le développement des enfants. J'ai profité avec ce temps pour étudier chaque enfant. Chacun de mes enfants que Dieu m'a fait grâce de les avoir. Donc je travaille avec ces enfants-là plus par rapport au sport. Parce que nous avons vraiment été en confinement, étant habitants de la Gombe, nous habitons à la Gombe, et là il y avait un confinement forcé. Et donc nous avons été là, nous étions obligés pour ne pas nous stresser, parce qu'à un certain moment, aujourd'hui, les parents ne respectent même pas le nombre d'heures que les enfants doivent passer à la télé. Au-delà de 3 heures, éviter que les enfants soient toujours à la télé. Parce qu'à un certain moment, ça peut même abrutir. Moi, j'ai pu travailler plus les sports. Il y a eu beaucoup de sports que je travaille. Je travaille la danse avec les enfants. On a eu à faire des compétitions de danse. On a eu à faire le skateboard, où j'ai eu à initier les enfants juste avec le téléchargement. Aujourd'hui, l'Internet nous offre toutes les opportunités. Mais ce que j'ai pu vraiment aller un peu plus loin, c'est le roller. Le roller, on a travaillé le plus jeune enfant qui a fait le roller, il a 3 ans. Et la plus grande a 14 ans. Donc on a travaillé avec les enfants, mais aujourd'hui nous avons voulu peut-être qu'il y ait 3 enfants qui peuvent montrer tout le travail que nous avons pu accomplir ensemble en équipe
pendant ces temps-là pour ne pas croiser les bras, pour ne pas passer du temps inutilement. On s'est dit, on doit faire quelque chose, on doit travailler, parce que le sport aide les enfants aussi à développer leur mental, non seulement le physique, mais leur mental aussi. Donc c'est ce que nous avons. On peut dire que les résultats actuellement sont positifs par rapport à ce que vous avez appris aux enfants à la maison. Bon, c'est ce que je vous avais dit, je suis très exigeante envers moi-même. Je crois que un travail que j'ai accompli, je ne suis pas encore arrivée là où je veux, mais j'avance vers la positivité. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais on est dans le bon. Mais la suite, avec les idées que nous avons eues, avec les encouragements des uns et des autres que nous avons aujourd'hui, en tout cas, je vois que l'évolution, c'est dans le bon. Merci beaucoup les enfants, merci beaucoup. Merci pour cette petite démonstration. C'était vraiment superbe, c'était génial, c'était vraiment une bonne chose, mais on voit même que les enfants à la maison, les autres enfants qui sont devenus fainéants parce qu'il n'y avait plus l'école pendant cette période, les enfants ont capté quelque chose et puis ça devient vraiment une référence pour d'autres enfants. Madame Faïda, à ce niveau, nous voulons savoir, est-ce que vous avez partagé de cette expérience avec d'autres femmes, les femmes là où vous travaillez, les femmes dans le quartier, femmes, foyer, famille? Est-ce que vous avez vraiment eu le temps de partager cette expérience avec les autres pour ne pas être égoïste, madame? Oui, merci, madame. En tout cas, moi, dans mon entourage, tout le monde connaît que quand Faïda découvre quelque chose, elle en parle tellement. Je n'aime pas, je n'apprécie pas quand les gens répètent les mêmes erreurs. Quand une erreur que moi j'ai fait, que je corrige, quelqu'un d'autre vient. Et donc j'ai partagé cette expérience avec beaucoup de personnes, mais la personne que j'ai beaucoup appréciée, c'est Madame Carmel Lobo, que j'ai partagé avec elle. Elle a déjà initié les enfants. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos milieux ici, surtout avec les jeunes enfants, les petites filles. Nous avons voulu créer d'abord la crème de crème, donc la formation de formateurs. Donc nous allons plus travailler avec les filles. Ce sont ces filles-là, en tant que formatrices, qui vont à leur retour encadrer les petites filles et les petits garçons, parce que là, nous avons vraiment la confiance qu'il y a une sécurité totale. Nous excluons pas le garçon, mais nous voulons plus vraiment travailler avec les filles, parce qu'aujourd'hui, nous voyons même l'équipe Vita Club. Il y a une dame que je salue, que personnellement j'apprécie. Je suis très ravie quand je vois une femme qui veut vraiment faire des choses pour aider les jeunes filles, les jeunes dames qui viennent voir qu'il y a quand même de femmes qui savent travailler pour gagner leur vie. Oui, Madame Faïda, nous avançons vers la fin de notre émission. Nous voulons savoir à ce niveau qu'est-ce que vous proposez aux autorités du pays pour l'avenir. Et puis par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, est-ce que vous avez des démarches pour valoriser les sports, que vous avez initié les enfants à la maison, et puis avec les enfants, vous avez développé ces sports? Est-ce que vous avez des démarches à mener par rapport à ce que vous avez fait pour la valorisation de pour capitaliser ce que vous avez fait à la maison pendant cette période de confinement de la Gombe? Merci, Madame Chimène. D'abord, ce que je demande aux autorités, je veux dire ceci. La mort n'est pas mort. Si nos autorités pouvaient penser au plus grand nombre, au lieu de penser seulement à leurs propres intérêts, ça aiderait beaucoup ces pays. Parce que vous pouvez accumuler toutes les richesses que vous vous battez aujourd'hui. Sachez que le jour que vous partirez, vous n'irez même pas avec un seul stylo. Vous n'irez même... Parce que nous avons vu dans d'autres pays, s'il faut revenir un peu avec le sujet, il y a des autorités, des ministres, des députés qui divisent leur salaire par 2 pour chercher la solution pour les sociales de leur population. Mais nous, nos députés ici, ils demandent qu'on leur ajoute $2000. Vous accumulez que de richesses pour vous-même. Pourquoi en faire? Vous irez avec ça où? Pensez à cette population qui souffre. Et qu'aujourd'hui, tous ceux qui partent mourir dans de mer pour aller en Europe restent dans le pays pour travailler. Nous avons besoin de tous ces main-d'œuvre-là. Les démarches que nous faisons à notre niveau, nous cherchons des contacts,
Déjà, je venais d'apprendre qu'il y a Madame Aïe du ministère de genre, Madame Safou, qui s'occupait de ces secteurs. Déjà, comme c'est une dame aussi, je crois que nous allons essayer de l'approcher pour qu'elle puisse aussi nous orienter. Parce que c'est toujours mieux quand vous faites quelque chose, d'approcher des gens qui maîtrisent aussi, des gens qui ont déjà de l'expérience, qui peuvent vous aider, qui peuvent aider cette population. Et autre chose, je demande, moi-même je suis dans le domaine des infrastructures, je demande à nos autorités, notre ministre des infrastructures, de voir si on peut même faire des routes, parce qu'à Pompage, il y a une route que l'OVD est en train d'arranger là-bas, mais on a un problème aussi de routes asphaltées. Parce que le relais, il faut le faire sur des routes asphaltées. Donc, on a besoin qu'on puisse arranger quand même des routes secondaires par-ci, par-là. Aujourd'hui, nous avons vu la nomination de M. Victor Toumbachi, qui est là, que nous connaissons, nous qui sommes dans le domaine des infrastructures, ses compétences. Nous avons besoin qu'on crée quand même des choses comme ça pour la jeunesse, qu'on crée des choses comme ça, ça va beaucoup diminuer les koulouna, les inoccupations qui amènent les jeunes à la délinquance juvénile. Donc c'est quelque chose que je demande et je crois que le Congo ne profitera que de tout ça. Oui, merci beaucoup Madame Faïda d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'était les conséquences de la maladie de coronavirus sur le développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec Madame Faïda, nous avons abordé le sous-thème « L'adaptation de la population en période de Covid-19 ». Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission. On se retrouve au prochain numéro des carnets de développement. Au revoir.